Aujourd'hui, le do-it-yourself représente à lui seul 1,250 milliards d'euros en France. Mais savez-vous tout ce que ce terme englobe ? Cela consiste à arrêter de consommer des choses que l'on peut réaliser de son propre chef, mais également d'apprendre à réutiliser les objets plutôt que de les jeter. Une seule règle pour le do-it-yourself, faire soi-même, par vous et pour vous. Au-delà d'une pratique, il s'agit d'un véritable mode de vie et une alternative à la consommation qui prend de l'ampleur, notamment avec le confinement. Ce sont en effet pas moins de 75% des Français qui s'adonnent aujourd'hui au do-it-yourself. Il peut se pratiquer seul ou en groupe, chez soi et même en atelier. C'est ce que nous allons découvrir à travers différents témoignages. Commençons d'abord par un peu d'histoire. Né dans le milieu des années 70, le DIY est apparu suite à la crise économique. Issu du mouvement punk, la sous-culture s'est appropriée l'image des Sex Pistols, groupe formé en 1976, en customisant leur veste en jean comme un acte de rébellion contre le capitalisme. En 2007, grâce à l'évolution du web, le DIY connaît une forte croissance, notamment à l'aide des blogs personnels ainsi que des sites web DIY de professionnels. Ensuite, c'est grâce aux réseaux sociaux que de nouveaux publics ont été conquis. Le DIY est fortement mis en avant sur Instagram et Pinterest, où particuliers comme professionnels partagent leurs créations. Le DIY se pratique dans de nombreux domaines, comme la cuisine, la mode, la beauté, l'hygiène, le bricolage ou encore la décoration. Le do-it-yourself peut être réalisé par tout le monde. Chaque tranche d'âge est susceptible de s'y intéresser. Des plus jeunes. Où est-ce que tu as appris à faire de la colle ? À mon activité. CPN, protéger la nature. Aux moins jeunes. Avec l'aide d'une association, il y a eu un atelier de créer qui nous propose diverses choses pour la planète. 75% des Français qui pratiquent le do-it-yourself ont d'ailleurs prévu d'apprendre à leurs enfants à réparer ou créer des objets du quotidien eux-mêmes. Il y a plusieurs motivations pour pratiquer le DIY. Tout d'abord, 65% des personnes pratiquant le DIY le font pour faire des économies. Par exemple, fabriquer une lessive prend 20 minutes tous les 6 mois et coûte 3 €. Je me suis rendu compte que c'était simple à faire et que ça revenait vraiment pas cher. Mais selon la manière de faire, le fait maison peut s'avérer très coûteux et finalement peu économe. Point de vue produit, parce qu'on n'en met pas beaucoup, mais il y a quand même la consommation du gaz ou d'électricité qu'il ne faut pas oublier tout de même, parce qu'il faut que ça boue constamment. Après, reste une question qui coince par moment, c'est le budget. Puisque quand on fait un DIY soi-même, ça va vous coûter peut-être 20 € en matériel, alors que vous allez chez une grande marque de déco, ils vont vous en sortir un qui va vous coûter entre 8 et 12 €. Mais vous ne l'avez pas fait vous-même. Voilà. Le plaisir, c'est de faire soi-même. On trouve aussi de fortes motivations écologiques avec le Do It Green. Pour 73% des pratiquants DIY, à savoir la volonté de réutiliser les objets plutôt que de les jeter. C'est plus naturel et comme ça, on n'a pas besoin de vraie colle gluante parce que du coup, la colle, elle se fait rapidement parce qu'on a de l'eau, du sucre et de la farine. C'est plus naturel, moi, je trouve. Je me suis dit que on avait tellement bien abîmé notre planète qu'il était temps de faire quelque chose. Quand on était jeune, nous on nous apprenait pas tout ça. Disons qu'on a fait ce que nos parents faisaient, ce que nos grands-parents faisaient. Et là on s'est rendu compte que on peut pas revenir en arrière, mais on peut quand même essayer de contribuer à ce que ça aille un petit peu mieux. Ça peut être un engagement pour l'environnement dans le sens où je parle de prendre un produit d'entretien, on va acheter une fois son contenant, après on va refaire sa crème soi-même, son produit soi-même. Oui, certes, ça va limiter les déchets. Écologique, on essaye de faire au mieux pour éviter les déchets. Je ne pense pas qu'il y aura un jour 0 déchet, mais on essaye d'aller le plus possible vers ce but. S'ajoute au côté écologique une vision alternative de consommation en proposant un mode de vie plus responsable. Donner une seconde vie à un objet et lui donner de la valeur, une nouvelle fonction via l'upcycling. Pour certains DIY, j'utilise des choses que j'ai chez moi et je les transforme pour en faire autre chose. Pour moi, je pense que le DIY, c'est avant tout un loisir créatif, mais qui maintenant, on va dire, glisse vers la tendance, la mouvance de tout ce qui est
upcycling, recyclage, consommer mieux, puisque le but avec le DIY, c'est de tout faire soi-même. Pour Éric Donfu, le DIY est un mouvement de contre-culture, défiant le système marchand et le modèle capitaliste, en lui opposant un mode de vie underground, reposant sur le principe de faire soi-même, appliqué aux objets de la vie courante comme aux productions artistiques et intellectuelles. Consommer souvent des choses faites maison. Oui, assez souvent. J'en fais beaucoup moi-même, donc j'apprécie énormément les gens qui fabriquent eux-mêmes des choses. Le phénomène du DIY apporte aussi à certaines personnes le plaisir d'avoir fait les choses soi-même. 26% des créatifs voient le DIY comme un moyen de renforcer la confiance en soi, de s'épanouir et de valoriser ses talents. Je suis quand même un petit peu fière, puisque je me dis, bon, c'est moi qui l'ai fait. Le fait de créer, le résultat de ce qu'on a créé en fait pour soi reflète aussi ce dont on est capable. Et donc, c'est super important de voir visuellement la création qu'on a faite qui nous dit, voilà, toi, tu es capable de faire ça et tu l'as fait avec tes mains. Enfin, il n'y a pas toujours une réelle raison pour faire du DIY, mais peut-être tout simplement par loisir avant une réelle utilité. Plus de 70% des créatifs considèrent aussi le DIY comme une activité de partage avec leurs proches et y voient une occasion de tisser des liens. Je ne suis pas absolument certaine que ça fasse faire des économies, mais c'est un plaisir de fabriquer soi-même et puis de porter ce que l'on fabrique ou ce que les gens autour de soi fabriquent. Les motivations peuvent donc être diverses et variées pour se mettre à la pratique du DIY et le public peut être autant des particuliers que des professionnels. Aujourd'hui, on customise tout. L'objectif est de se démarquer, d'être unique tout en laissant parler son imagination et en combinant écologie, économie et plaisir. Sur Internet, on peut retrouver différents types de tutoriels, gratuits, payants, par des particuliers ou même des entreprises. On s'aperçoit également que les personnes qui font du DIY ont un réel plaisir à partager leur création. En effet, 72% le montrent à leurs proches, 61% offrent leur création et 23% le partagent sur les réseaux sociaux. Des ateliers DIY sont également organisés afin d'accompagner les particuliers dans leur réalisation d'objets. Petit exemple avec l'entreprise d'Élise, les Lovers. Donc j'ai démarré ma marque, en fait, pour résumer, avec 2 produits et 2 ateliers créatifs. Maintenant, au bout de 5 ans, on a plus d'une vingtaine d'ateliers créatifs. Les adeptes du DIY en France pratiquent en moyenne 6 activités différentes et 32% d'entre eux vendent leur création ou sont prêts à le faire. Ces ventes peuvent se faire notamment via le site Etsy ou même à travers l'application Vinted ou encore Handmade ou Amazon. Mais qui dit fabriquer soi-même dit avoir du temps. C'est pourquoi la pratique du DIY a considérablement augmenté pendant le confinement. Mais pour certains, cela a été seulement un passe-temps et n'a duré que le temps du confinement. Le DIY, il faut vraiment prendre le temps de se poser. On en requiert un plaisir puisque ça devient un loisir, mais il faut avoir la démarche de se dire, voilà, je vais prendre le temps de faire mon DIY. Et c'est pour ça que pendant le confinement, il y a eu un énorme boom do it yourself et moi, mon compte Instagram a explosé. C'était vraiment très significatif. Avec le manque de masques durant le début de l'épidémie de la Covid-19, les Français se sont mis à faire eux-mêmes des masques en tissu où l'objectif premier était surtout de trouver un moyen de se protéger face au virus. Il y a eu une augmentation de 30 à 40% cette année pour le marché des machines à coudre. Non, après, c'était quand même pas un symbole très agréable de ce moment de confinement, la fabrication de ces masques. Donc quand il n'y a plus le confinement, j'ai arrêté. Des micro-entreprises sont apparues suite au confinement pour vendre des masques en tissu, même si ces masques ne sont pas forcément conformes. Le DIY est en principe un concept qui permet de limiter sa consommation et ses déchets, de faire soi-même pour limiter les coûts par exemple, mais il y a également des limites. On peut aussi observer l'inverse, c'est-à-dire surconsommer, suracheter des produits bruts et se retrouver avec beaucoup de produits qui ne servent plus. Certaines personnes achètent sans arrêt des produits afin d'améliorer leur création. Certaines personnes disent qu'elles sont tombées dans un engrenage et consomment en fait plus qu'auparavant. Si pour certains, le DIY est un réel mode de vie, pour d'autres, cela est plus un passe-temps. Le DIY peut donc toucher tout le monde, les petits et les grands, les hommes, les femmes, il permet de rapprocher les gens, de créer des choses soi-même et ainsi augmenter la confiance en soi, de faire des économies, de créer des choses utiles à partir d'objets que l'on recycle, ou bien de créer lors d'ateliers avec des artistes ou encore des professionnels. Le DIY peut également pousser à la surconsommation, souvent influencée par le marketing de grandes entreprises qui profitent de la tendance. Mais qu'en est-il de l'avenir du DIY ?
Est-ce un simple effet de mode dû au confinement ou une réelle solution face à un monde en pleine prise de conscience écologique ?